Oui, alors dans ce petit vidéo, on va présenter un résumé de la programmation des applications WinForms. Donc, l'application WinForms, c'est basé sur un formulaire principal, qui apparaît au démarrage de l'application et éventuellement de l'ajout de formulaires secondaires. La plupart du temps, ces formulaires secondaires-là sont appelés des dialogues. Ils sont utilisés pour afficher ou lire des informations plus spécifiques pendant le fonctionnement de l'application. Donc, l'application de WinForms, c'est un formulaire principal plus des dialogues. OK? Alors, maintenant, un formulaire ou un dialogue se construit à l'aide de composants, par exemple des boutons, des labels, des textbox, des menus, des status bars, etc. Donc, la plupart de ces composantes-là héritent de la classe contrôle, mais pas tous. Okay? Mais quoi qu'il en soit, tout ce qu'on place sur une boîte de dialogue, on appelle ça en général un contrôle ou un widget. Donc, la plupart de ces composants-là sont actifs, c'est-à-dire que sont faits pour réagir aux actions d'utilisateur, mais certains sont passifs, comme par exemple les labels, c'est passif. Mais évidemment, vous pouvez toujours programmer un on-click sur un label, comme on l'avait fait dans l'exercice. Mais il reste que des labels, en général, c'est des composants passifs. D'autres composants sont aussi des conteneurs, comme par exemple des panels ou des choses comme ça. Donc, c'est des composants qui servent à recevoir d'autres composants dessus. D'autres encore sont des composants d'arrière-plan qui sont invisibles, par exemple les tooltips, les timers. Donc ça, c'est des composants qu'on ne voit pas directement dans l'application. Donc chaque composant, y compris le formulaire lui-même, possède des propriétés qu'on peut modifier, possède aussi des événements qui sont déclenchés lorsque certaines actions ou certaines situations se produisent. Donc généralement, ça va être suite à la manipulation, à une manipulation quelconque par l'utilisateur. Donc, pour pouvoir réagir aux événements, il faut associer un gestionnaire à l'événement en question. Donc, un gestionnaire, c'est une méthode spécialement conçue pour réagir aux événements générés par l'interface utilisateur. Donc, la programmation événementielle, c'est un type de programmation qui réagit aux événements provoqués par l'utilisateur. Il s'oppose à la programmation directive de type console. Donc, la programmation console, avec la programmation console, c'est l'application qui contrôle la séquence des interactions avec l'utilisateur, alors que dans la programmation événementielle, en général, c'est le contraire, donc c'est l'utilisateur qui contrôle le programme. Donc on comprend pourquoi c'est beaucoup plus intéressant d'avoir donc une interaction avec une application graphique qu'avec une application console. Donc, les types de programmation. Donc vous avez la programmation console, la programmation graphique. Donc, généralement, on peut dire GUI, donc Graphic User Interface. Donc, le contrôle, mais c'est le programme qui contrôle l'utilisateur, tandis que programmation événementielle, c'est l'utilisateur qui contrôle le programme. Après ça, les événements dans la programmation directive, il y en a pas vraiment. En réalité, il y en a, par exemple, il y a des événements comme tuer l'application. Ça, c'est le système d'exploitation qui va envoyer ces signaux, on appelle ça des signaux, on va envoyer des signaux au programme. Par exemple, quand vous cliquez sur CTRL-C pour terminer l'application, c'est un signal que votre programme pourrait éventuellement intercepter puis faire quelque chose. Mais à toute fin d'usine, il n'y a pas beaucoup d'événements possibles qu'on peut gérer en programmation console ou directive, mais en programmation événementielle, essentiellement, il faut réagir à des événements. Le code behind versus l'interface. Donc, la plupart des programmes GUI font la distinction entre le code qui construit l'interface et le code événementiel qui gère cette interface, donc qui réagit aux événements. Donc, il y a du code qui construit l'interface, puis il y a du code qui réagit aux événements. Donc, c'est un peu là, la notion de... Quand vous avez le fameux modèle MVC, modèle View Controller, mais le GUI, c'est le contrôleur puis la vue. Donc, vous avez un code pour faire la vue, puis vous avez un code pour faire le contrôleur. Donc, en WinForms, les deux codes, à la fois le code de l'interface, de la présentation de l'interface, et le code qui gère les événements, est écrit en C#, mais sont stockés dans des fichiers séparés grâce à la technique des classes partielles.
Évidemment, vous pourriez aussi coder l'interface, ok, mais en général, on va se servir du concepteur d'interface pour y arriver. Okay. Donc ici, on donne des exemples de programmation GUI et comment ça se sépare la programmation de l'interface de la programmation du code événementiel. Donc si vous faites une page web, ben, votre interface va être codée avec du HTML et du CSS, alors que les événements vont être gérés avec du JavaScript. Okay. Évidemment, avec JavaScript, il y a aussi une possibilité de générer dynamiquement des parties de la page web, mais à la base, là, initialement, le JavaScript était surtout conçu pour gérer les événements de la page web. Si vous utilisez WinForms, l'interface va être écrite en C# via le concepteur. Donc, le concepteur va générer du code C# qui, lui, va générer l'interface. Okay. Et le code événementiel est aussi codé en C#. Évidemment, en place d'utiliser C#, vous pourriez utiliser VB, okay, puis ça ferait la même affaire. Okay. Là, dire que VB, ça vaut pas de la je sais pas quoi, c'est pas vrai. Je veux dire, VB, aujourd'hui, vous pourriez très bien programmer en VB à peu près tout ce que vous pouvez faire en C# sans aucun problème. À toute fin utile, il n'y a pas vraiment, la seule différence entre ces deux langages-là, c'est la syntaxe, qui est un peu différente, mais tout ce que vous faites avec du .NET, etc., c'est les mêmes classes de base là, que vous appelez. Okay. Après ça, si vous utilisez toujours avec Windows, au lieu d'utiliser WinForm, vous pourriez utiliser WPF, donc Windows Presentation, en tout cas, WPF, ou vous pourriez utiliser aussi du UWP, Universal Windows P. Presentation, je sais pas. Mais bon, c'est parce que Microsoft, souvent, a trouvé que ses interfaces, des frameworks d'interface, là, il y en a plein qui sortent. Hein. Fait que si vous faites du JavaScript, vous le savez, ça arrête pas de sortir. Puis même dans Windows, ça arrête pas de sortir. WinForm, c'est comme le premier qui est sorti, puis il est encore là. Fait que c'est peut-être pour ça que les gens s'appuient là-dessus. Mais après ça, il y a WPF qui est sorti. Puis dernièrement, il y a UWP qui est sorti aussi. Eux autres, l'interface est codée dans un langage qui se rapproche du HTML, puis qui s'appelle du XAML. Okay? Donc, une espèce de ML, ça veut dire Markup Language. Donc, un langage à balise. Okay? Donc, le XAML, c'est un langage à balise. Qui, en fait, il y a lui aussi un moyen de le coder avec le concepteur. Mais c'est plus compréhensible qu'est-ce qu'on fait au niveau du XAML. Donc, il y a moyen des fois d'aller coder même du XAML un peu à bras, parce que ça ressemble, ça se fait mieux. T'sais. Bon, moi perso, j'aime bien quand même le XAML ici, mais c'est un petit peu plus compliqué, donc on se casse pas la vie, on utilise du WinForms dans le cours. Et le code événementiel toujours est codé en C# ou alors en VB. Si jamais vous utilisiez du Java, ben vous pourriez utiliser le modèle ou le JavaFX pour créer des interfaces avec un langage, encore une fois, de Markup Language, le FXML, qui est l'équivalent du HTML, puis le FXCSS, qui est l'équivalent du CSS, pour créer des pages, pour créer des applications GUI, graphiques en Java, avec le code événementiel qui est bien sûr programmé en Java, ou pourquoi je mets 3 petits points? Parce que dans l'univers du Java, vous avez un paquet de langages qui sont opérationnels, interopérationnels, avec la JVM, la Java Virtual Machine. Donc, vous pourriez très bien coder en Kotlin, par exemple, ou alors en Clojure, qui est un langage fonctionnel, ou alors en, je sais quoi, il y en a d'autres, là. Mais bon, je pense surtout à ces deux-là dans un premier temps. Donc, vous pourriez coder en Kotlin ou en Clojure pour faire aussi des applications comme ça. Donc ici, un petit rappel de la séquence de démarrage d'une application WinForms. Donc quand vous exécutez l'application va appeler le main. Le main va appeler le constructeur de la fenêtre principale, lequel va initialiser ses composants. OK. Après ça, il va y avoir l'initialisation du formulaire principal lui-même. On va revenir au programme principal, qui lui va déclencher application.run, qui après ça va afficher le formulaire principal, va ensuite démarrer une boucle événementielle. Une fois qu'on est dans la boucle événementielle,
ce qui se passe essentiellement, c'est qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose avec l'interface, par exemple, on clique avec la souris quelque part, il y a un événement, il y a un gestionnaire d'événements, c'est-à-dire on va appeler c'est-à-dire on va appeler l'espèce d'engine qui gère le WinForms, et lui-même va se charger d'appeler notre gestionnaire d'événements s'il est disponible. S'il n'est pas disponible, ben, il se passe rien. Si c'est disponible, il va appeler notre gestionnaire d'événements qui, lui, va gérer l'événement, et après ça, on va revenir ici, on va revenir ici. Évidemment, quand on va cliquer sur fin, ben, quand on va demander à l'application de se fermer, ben là, ça va être la fin. Donc, tous les gestionnaires d'événements reçoivent deux arguments. Un argument qui est un envoyeur, donc le sender, qui identifie le composant de l'interface qui est à l'origine de l'événement, et l'événement lui-même qui offre des informations additionnelles, par exemple, quel bouton de souris qui a été pressé, et parfois aussi certaines actions, par exemple, comme annuler la fermeture d'une fenêtre ou des choses comme ça. Okay. Donc ici, on donne un exemple de gestionnaire d'événements, par exemple, pour quand on appuie sur le bouton descendant de la souris, donc on a notre sender et on a notre événement. Donc ici, on peut vérifier à partir de l'événement quel est le bouton exactement qui a été pesé. Donc, est-ce que c'est le bouton gauche, est-ce que c'est le bouton droit ou est-ce que c'est le bouton du milieu? Donc, par défaut, les gestionnaires générés par Visual Studio sont spécifiques, c'est-à-dire qu'ils sont associés à un contrôle donné et à un événement donné. Donc, si on ne fait pas attention, on risque de se retrouver avec de très nombreux gestionnaires qui font tous un peu, à peu près la même chose. Donc, pour rester dry, il convient souvent, ou à l'occasion, dépendamment des circonstances, de créer des gestionnaires plus polyvalents, donc plus génériques, qui peuvent être associés à plusieurs contrôles et à plusieurs événements distincts. Donc, par exemple, dans un cas comme ça, on peut utiliser la propriété tag pour nous aider dans cet objectif-là, donc pour aller chercher plus d'informations dans le sender pour savoir ce qui se passe. Okay? Par exemple, ici, si le sender est un contrôle et que le tag de ce contrôle et que après ça on va chercher la couleur qui est stockée dans ce tag-là, mais après ça on peut faire quelque chose avec cette couleur-là. Donc maintenant pour ce qui est de soigner l'événement, faut jamais négliger les interfaces, pardon, faut jamais négliger cette partie-là. Donc on peut soigner l'alignement de nos contrôles, l'ordre de tabulation, les mnémoniques, là je sais pas pourquoi j'ai mis mnémotechnique, les raccourcis, les infobulles, les icônes, le positionnement des fenêtres, etc. Est-ce qu'il faut renommer un élément? Donc, si l'élément est actuellement unique dans le formulaire, puis qu'il reste vraisemblablement pour toujours, la réponse c'est non. Si l'élément est potentiellement multiple, mais qui sera vraisemblablement jamais utilisé dans le code ou pour déclencher d'événements, la réponse c'est non. Autrement dit, on le fait juste quand c'est nécessaire. Okay? Sinon, la réponse c'est oui. En général, il faut le faire. Donc, quand on renomme, on conserve toujours le préfixe qui est utilisé par défaut dans Visual Studio. Par exemple, Visual Studio, quand vous générez un bouton, on va l'appeler button 1. Ben, si vous voulez le renommer, vous allez le renommer button OK ou button annulé. Donc, on conserve le préfixe button pour identifier clairement que ce contrôle-là est un bouton, en fait. Comment on fait pour transférer des données entre l'application principale et un dialogue? Ou alors entre disons, le main puis le formulaire principal? Ben, ça va être à l'aide des paramètres du constructeur. OK? Donc, ben là, ici, tout de suite, menu item, le paramètre du constructeur, il va être ici. Donc, ici, on a les paramètres du constructeur. Donc, une manière assez simple, de manière pour transférer des données, OK, c'est de passer les données dans le constructeur, puis après ça, de récupérer les propriétés. On récupère, en fait, ce qui s'est passé dans le dialogue result, puis dans les propriétés du dialogue lui-même. Okay? Donc, par exemple, ici, on crée un nouveau dialogue en lui passant les paramètres 10-20. Après ça, on affiche le dialogue, puis on récupère le résultat. Si le résultat est OK, après ça, on va afficher un message, puis on va aller récupérer dans le dialogue ici les propriétés X et Y du dialogue. Donc, on passe l'information dans le constructeur, puis on récupère l'information avec les propriétés du formulaire. Et voilà.